Il y a une espèce de dégoût comme ça du gros ou de la grosse qui est mis en avant dans les médias et vraiment où on pointe. C'est plus simple de pointer les gens que de pointer la pauvreté, enfin tout ce qui cause l'obésité. J'ai très très vite compris que je devais pas raser les murs et que je devais prendre ma place. Grosse, déjantée, inspirée, engagée, enragée, Annick, 47 ans, militante, animatrice socioculturelle en éducation permanente, psychologue clinicienne, est aussi maman solo de 2 adolescents. Dans la famille, il y a des gens gros. C'est comme ça. Pas de maladie, pas de mauvaise alimentation, juste des corps comme ils sont. En Belgique, 49% de la population est en surpoids et 16% en obésité, selon les études de santé nationale. Si l'obésité est un problème de santé publique, les violences et les discriminations que les gros et les grosses vivent au quotidien le sont tout autant. Car la grossophobie rend malade non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Annick a fait de la grossophobie l'une de ses luttes. Et ses armes sont l'art, l'écriture, l'humour, le collectif, pour exister, tout simplement. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Je suis ici pour lui dire la première chose qui nous a unis. Ma chère, sa chère. Lui dire ma chère, sa chère. Alors parlons corps, ce corps, mon corps. Gros, bon, chaud, non conforme et politique malgré lui. Tant qu'il le faudra. Un message d'Annick à son fils, projet d'autodéfense poétique du collectif El Slam. Quand t'es enfant, t'es pas conscient que t'es différent et que t'es grosse jusqu'à ce qu'on te le renvoie. Et pour ma part, ça a plus été dans la famille, chez les cousins, oncles et tantes, etc. Donc c'est plus un truc qu'on a pointé. En plus, j'étais pas méga sportive, j'étais hyper douée à l'école. Donc voilà, je cumulais un peu aux yeux de certains des critères comme ça. Voilà, j'avais une mère qui était grosse aussi, donc voilà. À partir de là, on est quand même quelques gros dans la famille. Elle en souffrait, elle? Ou c'était quelque chose qu'elle acceptait? Plus dans des récits de raconter comment elle était mince et donc associée à beauté quand elle était jeune. Voilà. Moi, j'ai toujours été grosse, donc je n'ai pas des souvenirs de dire quand j'avais 20 ans que j'étais mince. Non, enfin vers 6-7 ans en fait. Pour la petite histoire même, j'étais de ce qu'on m'a raconté, j'étais même trop mince en fait à la naissance déjà, et puis enfant, et on m'a bourré de vitamines. Ma famille rigole toujours en disant que ça a eu des effets rétroactifs. Et c'est vers 6-7 ans qu'il y a eu une prise de poids comme ça, non expliquée, que voilà, ça ne se justifiait pas et ça s'est plus arrêté. J'ai pris 10 kilos aussi moins vers l'âge de 6-7 ans, et puis à partir de là, j'ai toujours été grosse, mais effectivement sans une alimentation particulièrement grasse ou non. Maintenant, le souvenir aussi que j'ai envie de dire presque ma particularité, c'est que j'ai très très vite compris que je devais pas raser les murs et que je devais prendre ma place et qu'on me la désignerait pas. Et ça, je dis ça avec des souvenirs de maternelle. Hein. Donc voilà, je me suis jamais cachée, j'ai jamais été dans une posture de honte. Je te dis pas que j'ai jamais. Ce qui n'est pas toujours le cas des personnes qui on te renvoie que tu es censé avoir honte d'avoir ce corps-là, puisqu'on te renvoie toute la journée l'image que le corps, c'est ce qui rend la construction identitaire difficile, c'est que tu dois te construire. On te dit que le corps que tu as, il doit changer. Il est temporaire, il peut pas rester comme il est. Voilà. Et moi, très vite, je crois que j'ai posé comme il était, et notamment en sortant les armes de l'humour, de l'autodérision. Et donc voilà, je clouais le bec à tout le monde, puisque moi-même, je montrais par la dérision que j'étais très consciente de certaines choses, peut-être même de façon exagérée. Et oui, j'ai des souvenirs de cours de gym, mais par exemple, ma politique à moi, c'était de le mettre en scène. Donc je pouvais pleurer un coup dans les vestiaires. Ça se voyait pas forcément, mais au moment où j'allais devoir passer devant tout le monde, j'allais sortir la musique, limite le déguisement, enfin, je veux dire, j'allais faire un show. Si Annick a rapidement refusé d'avoir honte de son corps, elle a tout de même dû essuyer une série de stéréotypes et préjugés grossophobes.
J'ai un gros bide, le bide est évidemment central là, dans la grossophobie, mais le mien fait qu'on croit depuis que je suis toute jeune que je suis enceinte. Et donc, depuis toujours, je me prends des phrases régulièrement. Ça va de m'arracher ma clope ou mon verre quand j'étais gamine dans le carré, en me disant « Dans votre état, vous n'avez pas honte », ce genre de truc. À être contente, finalement, le jour où j'étais enceinte, de pouvoir justifier, quoi. Et aussi cette vision que j'ai vue de personnes qui ne tolèrent pas la façon dont je suis faite, on va dire, quand je suis pas enceinte, mais parce que quand j'ai été enceinte, j'ai eu exactement le même corps. Il se fait que je n'ai même pas pris 1 gramme, j'ai même perdu du poids, et je l'ai pas fait exprès. Et que tout d'un coup, là, j'étais une déesse. Mais qu'est-ce que t'es belle! Qu'est-ce que ça te va bien! C'était le même corps. Et le fait aussi que j'ai peu de poitrine, et donc je me suis retrouvée vite avec une image. C'était moins d'être grosse qui me posait problème, c'est d'avoir un corps hors norme parmi les hors normes. Quand tu es gros, tu es censé correspondre à une façon d'être gros. Et donc, ça va avec les gros seins. J'avais aussi du mal, on me dit, par exemple, que je mets des bikinis, franchement, j'ose. Ça, c'est les phrases à qui... Voilà, ça, c'est le genre de discrimination. Toi, tu oses. Sous-entendu, t'es pas dans la bonne catégorie, mais t'as osé mettre le short, mettre le bikini. Par exemple, le bikini n'est pas spécialement un choix chez moi. C'est juste que c'est le plus simple, parce que dès que je prends un maillot à ma taille, il y a forcément des coques parce que je suis censée avoir une grosse poitrine et donc ça ne correspond pas. Et c'est plus ça, moi, qui m'a parfois posé problème que d'être grosse en soi. Ça va de l'assurance plus chère. Je te dis, je sais pas fermer une ceinture dans un avion. Je sais pas, moi, je me prends des remarques systématiquement sur ce que je mets sur le tapis roulant quand je vais au supermarché. Voilà. Même si, dans les faits... Tu subis ce genre de remarques ouais. là, Je te jure qu'il y a des fois où je réfléchis à ce qu'il y a dans mon caddie. Parce que je sais que je vais avoir les gens... C'est pour ton bien. C'est le truc. La grossophobie est la discrimination la plus socialement admise. Elle est bien vue. C'est pour ton bien qu'on te dit ça. Donc des gens, effectivement, se permettent de te faire des remarques. Elle n'a pas encore compris. On ne voit pas de légumes. Voilà, ce genre de choses. Ouais. Et c'est ça que même parfois, comment je vais dire, j'ai l'impression, et ça c'est le travail d'éducation permanente aussi, parfois d'ouvrir les yeux à certaines personnes sur ce qu'elles subissent, parce que c'est tellement intériorisé que ça devient normal. Où j'ai régulièrement des conversations avec des personnes qui disent « Mais moi, je ne suis pas du tout victime de grossophobie. » Tu comprends qu'en fait, elle veut dire « Je me suis pas fait taper dessus dans la cour de récré. » Mais quand tu expliques ce genre de choses, dans le quotidien, elles te disent « Oui, en fait, si. » Mais c'est devenu aussi c'était normal, quoi. Je suis comme le médecin qui te dit « C'est mon devoir. » De te dire « Ça, c'est mon devoir. » De te rappeler, au cas où tu aurais oublié qu'il faut manger des légumes, ce genre de choses. Il y a des choses, effectivement, le fait que tu es bête, paresseux, et c'est qu'il y a des conséquences sur l'embauche. Par exemple, à diplôme égal, on ne va pas, on va plus facilement engager quelqu'un au corps normé. Ouais, sexuellement aussi. Hein, c'est soit tu n'as pas du tout de sexualité. Bon, on m'a déjà demandé pourquoi je venais demander une contraception. Vous n'allez pas me dire que vous avez une vie sexuelle, quoi. Ou à l'inverse, tu es fétichisé. Et il y a l'image aussi alors qui véhicule de la personne qui accepte tout. Elle n'a pas beaucoup d'occasions, donc du coup ça devient une fille facile. Enfin voilà, il y a des choses comme ça où ça tu peux, où tu viens forcément chercher ça. Tu viens en soirée, voilà. Et limite le mec te fait l'honneur de s'intéresser à toi malgré ton physique, quoi. Les ça ne me dérange pas. Vous voyez, ce genre de truc. Gros ventre, gros cul, grosse cuisse, gros bras trop gras. Pas pour moi. Je prends de la place, je prends ma place. Que ça te dérange ou que ça t'arrange, peu m'importe. Grosse n'est pas une insulte, tu sais. Et ronde est si politiquement correcte. Presque sexy. Les mots enrobent pour rendre tolérable. Mais ça ne change rien à la haine que tu subiras. Bon, déjà, c'est la grossophobie qui rend gros. À force d'avoir peur aussi de devenir gros, tu le deviens, puisque tu joues avec ton alimentation. Quand tu vas consulter un médecin, quoi que tu aies, et je peux t'assurer que j'ai déjà été pour une otite ou parce que j'avais mal au doigt, que je m'étais retournée, pratiquement systématiquement, ils te répondent « maigrissez, revenez quand vous aurez perdu 30 kilos ». Et alors, ça peut du coup être d'une violence extrême, qu'ils estiment justifiée. Combien de fois on m'a pas dit « c'est mon devoir de vous dire ça », qui occulte tout le reste. Et on le voit, il y a des sous-diagnostics, il y a des personnes, on passe à côté de maladies parce que il y a même des études qui montrent que les personnes grosses, on les envoie moins faire des examens que d'autres.
Et il y a des gens aussi qui consultent trop tard parce qu'ils sont pas prêts. Enfin, quand on se prend cette violence-là tout le temps, on va éviter le médecin et on va arriver parfois tard par rapport à certaines pathologies. On n'est pas écouté, en fait. Tu es gros avant tout, en fait. On voit que ça et on te le fait payer vraiment. Hein. Ça peut être par de la violence verbale ou parfois physique. J'ai déjà eu cette sensation que tu as un médecin qui prenait presque certains malins plaisirs. Tu le payes, quoi, le fait que tu es gros. On va te faire mal ou on va appuyer plus fort. Oui, madame, il faut que ça passe le gras, hein, donc on va appuyer plus fort pour faire l'écho, par exemple, ou des choses de cet ordre-là. Oui, et c'est ça quand je parle de sentiment de honte, c'est quelque chose que tu vois dans le regard des gens. C'est le sentiment que tu es censé avoir ou qu'on te renvoie en tous les cas. Et donc oui, les dégâts du coup de la grossophobie sur la santé mentale sont énormes. Tous ces médicaments qu'on trouve en pharmacie, aussi en vente libre, ça a des conséquences terribles, effectivement, notamment de dépression. Mais malgré tout, il vaut mieux ça que... Et donc oui, c'est le paradoxe, c'est comme quand tu as un peu des connaissances et que tu peux aller vers le monde médical en leur montrant les limites aussi de certaines choses, que ce soit monter sur la balance, est-ce que c'est vraiment un truc obligatoire à chaque fois, est-ce que ça change vraiment le truc de voir à 2 kilos près et ils savent pas répondre à ça, hein. Ils te disent on a toujours fait comme ça, c'est ce qu'on nous a appris, ok, ou maigrissez, super, vous connaissez comme moi les chiffres d'échecs des régimes, et tu leur sors l'effet rebond qui est connu depuis les années 60, 95% de taux d'échec, ce genre de trucs. Et le pire, c'est que certains te disent ah mais oui, ça marche pas. Alors toutes les conséquences de la chirurgie bariatrique aussi vers laquelle on te pousse et de plus en plus jeune, et voilà. Alors plus pour chaque type d'opération, il y a des conséquences assez spécifiques, mais on voit que c'est effectivement dangereux pour la santé et la santé mentale, le changement du corps aussi rapide, l'acceptation qui va pas forcément avec, la vie sociale, enfin bon, plein de choses. Le KCE, Centre fédéral d'expertise des soins de santé, rapporte en 2020 qu'un Belge sur 100 a eu recours à une chirurgie bariatrique. Une fameuse augmentation puisque ce chiffre a lui-même augmenté de 80% en seulement 7 ans. Si ce type d'intervention fonctionne sur certaines personnes, d'autres vivent des effets post-opératoires non négligeables sur le long terme. Troubles gastriques, addictions, troubles digestifs, dépression, la plupart des spécialistes prônent d'ailleurs un accompagnement pluridisciplinaire. La chirurgie qui permet de perdre du poids n'est donc pas non plus la panacée, puisqu'une personne grosse l'est pour 2 multiples raisons. Génétique, hormonale, psychologique, liées à des troubles alimentaires, etc. J'avais récemment discuté avec des médecins chez qui on avait été faire une sensibilisation, donc qui étaient vraiment désireux de se remettre en question. De se dire, est-ce que ça peut pas être une donnée parmi d'autres, quoi. Il se fait qu'elle est grosse en plus de, elle a tel facteur, tel autre. Ça devient directement le truc qui passe avant tout le reste, quoi. Et on devient sous-soigné ou des sous-patients parce que... et même le matériel médical n'est pas adapté. Donc ça va jusque-là, hein. C'est le tensiomètre qui n'est pas adapté au gros bras. Ceci dit, une maison médicale m'a dit qu'ils en cherchaient, que c'était très compliqué à trouver ces rallonges qu'on met dessus. Donc ça aussi, ça pose question s'ils ne les trouvent pas. Des balances qui sont pas adaptées au poids plus élevé, les chaises roulantes, même des tables d'opération ou les IRM sur lesquelles tout le monde ne rentre pas. Ça commence déjà dans la salle d'attente. À partir du moment où tu mets des chaises pliantes ou un truc avec des accoudoirs, dans lequel je risque d'être encastré. Ça, voilà, c'est des choses de cet ordre-là, et c'est pareil dans toute ta vie. Les places de bus, la ceinture dans l'avion avec le truc bien humiliant où on court pour te donner la rallonge, sortir d'une piscine. Bon, déjà, assure-toi avant qu'il y a bien une échelle, mais la taille de l'échelle, enfin, c'est par plein de petites choses comme ça, y inclus dans l'espace public et son aménagement, qu'on te renvoie tout le temps de t'as pas ta place, alors que c'est quand même un certain pourcentage de la population, quoi. Toutes ces violences finalement qu'on subit, est-ce que c'est la société nous renvoie que c'est un peu votre responsabilité si vous êtes gros? Et donc, ça c'est même... Et donc pourquoi finalement la société devrait s'adapter quand c'est votre responsabilité? Vous avez choisi d'être gros. C'est un peu ça le message que... Oui, c'est et quand je travaille avec mes groupes, c'est probablement la première chose qu'on essaye de déconstruire. C'est cette notion de responsabilité individuelle face à des gens qui ont absolument tout fait. Tout. Ils ont tout essayé pour et si c'était si simple, je crois qu'il n'y aurait plus un gros sur Terre vu ce qu'on subit.
Mais oui, c'est cette image qu'on te renvoie et ça commence déjà, tu vois, dans le bas de ton film à la télé avec bouger plus, manger moins ou un truc du genre. Et c'est bon, ils ont fait leur taf au niveau politique de santé, quoi. Ils ont fait la petite bannière. Les paradoxes aussi tout le temps avec la malbouffe qui est plus accessible financièrement. Et en même temps, il faut pas que tu l'achètes alors que c'est ça qu'on promeut. Enfin, voilà, il y a des questions qui sont ailleurs. Une obésité qui est créée vraiment structurellement dans nos sociétés, mais on va continuer à pointer les gens et à véhiculer cette image de comme je te disais tantôt, de la personne affalée dans son canapé qui mange un hamburger. Regarde même dans un JT, dès qu'on va attaquer le sujet obésité, regarde les images qui vont être associées. C'est être une personne, en général vue de dos, qui déborde de sa chaise, qui a une glace à la main, qui a un côté un peu répu, là. Oui, il y a une espèce de dégoût comme ça du gros ou de la grosse qui est mis en avant dans les médias et vraiment où on pointe. C'est plus simple de pointer les gens que de pointer la pauvreté, enfin tout ce qui cause l'obésité. Dans le cadre de son travail d'animation en éducation permanente, Annick crée avec d'autres femmes grosses le collectif Fatlight. Leur premier projet s'appelle Corps politique et fait voir grâce au médium photo ces corps gros non normés. Il intègre aussi un autre groupe, les Coco Girls, qui dénoncent quant à elles les dérives de l'agisme. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est un projet au départ où on s'est réunis, donc je disais, entre femmes concernées et un peu partir du vécu de chacune. Donc, ce qu'elles vivent au quotidien, leur colère, leurs indignations, leurs revendications, leurs histoires. Quel était l'objectif, par exemple, de ce groupe Fatlight ? De dénoncer les discriminations liées à la grossophobie dans les différents aspects du quotidien. Alors, le premier objet, c'est par la photo. Donc, on a travaillé avec une photographe militante qui s'est vraiment mise au service du projet et des femmes. Donc, ce n'est pas du tout elle qui a dit « tu poses comme ça, tu fais ça ». Ce sont les femmes qui sont venues avec ce qu'elles voulaient montrer d'elles. Voilà, on a fait des photos, on les a sélectionnées, on expose assez régulièrement. Et autour des expos, il y a des sensibilisations sur ces questions-là. On utilise l'expo pour parler aux gens et faire des petites animations sur la grossophobie. Parce que c'est ça aussi, quand on parle de corps politique, c'est... et je crois que c'est important pour les personnes qui ont aussi ces préjugés sur les personnes grosses, en disant oui, mais enfin, on peut pas non plus promouvoir l'obésité, parce que c'est quand même dangereux. Alors... Et c'est ça aussi, je pense qu'il est important de rappeler aussi dans votre combat, oui, c'est que, mais oui, ok, l'obésité peut être dangereux pour la santé, mais toutes les discriminations autour aussi, et donc c'est de faire cette distinction entre la maladie, l'obésité et la personne, comme tu dis. C'est ça, et c'est aussi une façon de discréditer ce combat-là. C'est le truc qu'on entend, je l'ai même entendu auprès de militantes qui me disaient mais il faut quand même faire attention chaque fois qu'on nous invite à ce que vous dites parce qu'il faudrait pas promouvoir l'obésité alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment c'est revendiquer des droits identiques à ceux de tous les citoyens et citoyennes déjà et j'ai le droit d'exister simplement sans devoir s'excuser et se justifier toutes les 5 secondes sur comment on est. C'est le seul but de ce mouvement. Ces marques de vie, mais j'en ai plein, pour me rappeler qu'il faut apprivoiser et assumer. En être fier quand on le peut. J'ai vécu, j'ai survécu. En être fier quand on le peut. Ça a libéré la parole et j'ai vu des femmes vraiment se redresser devant moi. Je veux dire, se tenir la tête haute. Et maintenant, j'ai une fierté immense quand je les emmène partout avec moi, en conférence, en animation, etc., où elles parlent de leur point de vue. C'est des experts de leur vécu. Et elles sont aussi à même, je veux dire, d'expliquer des choses sans avoir envie de péter systématiquement les genoux la personne qui est en face ou de fondre en larmes ou de... et par ça, on voit qu'elles l'ont acquis, ce sentiment de légitimité. Et alors on est parti de l'expo photo, après on a fait un petit fanzine sur le sujet parce qu'elles avaient une espèce de frustration, on avait mis en image, mais tous les débats qu'on avait eus, on voulait les mettre en mots, en dessin, et donc voilà, elles ont fait également ça. Oui, il y a des textes qui sont repris, des textes qui sont assez forts. Oui. Et puis alors après justement, comme après il y avait dedans, on s'est rendu compte qu'il y avait des talents d'écriture, j'ai mené des ateliers d'écriture et on est parti sur du slam et des performances scéniques qu'on a présentées ici, notamment à l'Armande, sur Liège. On va plus les arrêter. Et donc il y a un sentiment de puissance quand je t'entends, de puissance à la fois individuelle de sa personne et à la fois le pouvoir du collectif. Le pouvoir du collectif. Oui, évidemment. Oui, le pouvoir du collectif. Oui, on n'est pas seul.
Ça nous fait rire, on arrive en bande. Le gang. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aussi d'utiliser ces outils artistiques ou du socioculturel et d'aller en parallèle. Par exemple, à mon boulot, une publication est sortie plus dans les clous académiques, je vais dire, sur le fait qu'on est tous et toutes grossophobes. Ça touche un certain public, et ce qu'on fait, ça touche un autre. Et les lieux d'expo aussi qu'on choisit. On n'a pas été uniquement dans des centres culturels ou des lieux dédiés à la culture. On s'est retrouvé dans un magasin inclusif. On a été dans un love shop pour aussi. Alors, on a fait une petite conférence sur grossophobie et sexualité, parce que là aussi, il y a à dire. Et donc, c'est d'aller chercher aussi les gens là où ils sont et d'essayer de les toucher là où ils sont, et avec des partenaires qui font aussi ce choix de mettre en avant ce type de corps. En fait, depuis le début de cette interview, on parle de personnes grosses, de femmes grosses, de gens gros. Et je me dis que pour certains auditeurs ou auditrices, ils risquent en fait de pas comprendre cette aisance. On utilise le mot. Ouais. Ah oui. Et donc je me dis que ce serait peut-être pas mal, on aurait dû commencer peut-être par ça. Mais c'est vrai, parce que moi c'est acquis. Mais... Ben oui, et en fait c'est pas acquis pour beaucoup de monde. Beaucoup de gens disent, mais enfin pourquoi tu te dévalorises comme ça? Pourquoi tu dis ce mot-là? Dis ronde, voluptueuse, voilà, généreuse, avec des formes. Quand on commence à chipoter sur les mots, en général, il y a un problème. Et oui, effectivement, les fat light, comme de nombreuses militantes et militants qui luttent contre la grossophobie, revendiquent ce mot, qui n'est qu'un qualificatif. Et donc, de nouveau, citons Daria Marx et Gras Politique et ce super bouquin qui est gros n'est pas un gros mot. Et c'est réel. Voilà, c'est juste un qualificatif. La fierté du corps, l'acceptation de soi, sont des valeurs phares du mouvement Body Positive sur les réseaux sociaux. Mais à ce propos, Annick pose aujourd'hui un regard plutôt nuancé sur cette tendance. Au départ, c'est quelque chose de chouette. Je pense aux communautés Insta qui se sont créées parce qu'il y a une visibilité des corps non conformes qui étaient du jamais vu avant. Je pense dans les années à peu près 90, quelque chose comme ça. C'était novateur, et de pouvoir revendiquer une certaine fierté et une légitimité à être là et exister. Après, comme beaucoup de mouvements comme ça, c'est récupéré. Donc il y a une instrumentalisation, y inclus par certaines marques. Je pense à ça, maintenant, tu as des tonnes de pubs, nous ne citerons pas de marque, mais où on fait de l'inclusif, et donc voilà, tu auras ton quota racisé, ta personne handicapée et ta grosse. Pas n'importe qui, regarde quand même, il y a une façon d'être grosse. Donc il te faut des larges hanches, des gros seins, un ventre plat idéalement. T'as rarement la grosse qui te ressemble, je trouve. Mais à côté de ça, si tu vas dans les magasins, tu n'auras pas ces tailles-là, il faut les commander en ligne. Sois gros, mais chez toi. Donc il y a ce genre de choses. Donc voilà, il y a une récup à ce niveau-là. Et puis c'est devenu aussi, je trouve, un dictat. Il faut s'aimer, il faut s'accepter à tout prix. Et non, voilà, on est comme tout le monde. Et t'as des jours où tu te kiffes, il y a des jours où tu t'aimes vachement moins. Et c'est d'avoir le droit aussi de ne pas être forcément au top chaque jour. Et c'est pour ça qu'on va plus aller maintenant vers le body neutrality ou acceptance. C'est-à-dire juste, en tout cas avec le groupe que j'anime, c'est essentiellement de te demander revendiquer le droit d'exister, en gros, et qu'on nous lâche, quoi. De pas devoir s'excuser d'être là, mais pas forcément d'aller vers le on s'adore, on se trouve super belle, et tant mieux pour celles qui le font. Et il y a maintenant aussi des personnalités qui vont dans des modèles d'identification. Ça aussi c'est important quand tu grandis, d'avoir des célébrités à qui t'identifier et qui donnent une image positive, quoi. Cherche les grosses dans les films, c'est ou des victimes, des personnes qui vont super mal. Ou alors la bonne grosse rigolote dont je parlais est souvent sexuellement très active, mais pour le reste, tu as peu d'images plus classiques. Je suis souvent surprise quand je vois une grosse dans un film, et il se fait qu'elle est grosse. C'est pas du tout le rôle n'est pas axé là-dessus. C'est encore très 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 rare. Qu'est-ce que permet l'humour pour toi par rapport à la grossophobie justement ? De sensibiliser des personnes qui justement ne viendraient pas voir d'autres. Ne s'informeraient pas là-dedans, de semer des graines, de poser des questions, peut-être de maintenir, même si j'ai un humour assez trash, mais c'est moins frontal, c'est moins moralisateur. Mais j'espère que ça fait quand même réfléchir sur certaines choses. Il y a plein de messages, mais déjà dire qu'on est tous toutes grossophobes, même les gros, en être conscient de ça. On a intégré ce truc-là.
Et on est tous le grossophobe de quelqu'un, et on a tous eu, et même dans les milieux militants, je dis souvent à mes potes ou à mes collègues, ok, c'est bon, tu tolères tes poils, et t'en as fini avec le mascara et les soutifs, mais le gras, ça reste quand même compliqué à tolérer. Tu vas quand même faire attention à rentrer dans ton bikini l'été. Donc voilà, il y a même dans les milieux militants, on voit que c'est quand même quelque chose qui... et donc le message, c'est que tous les corps sont légitimes. Alors ça fait un peu bateau, mais je crois que c'est un truc qu'il faut se répéter, et qu'on en voit. Si t'es sur les murs, t'existes. Et à partir du moment où tu as une représentation comme ça dans l'espace public, où les gosses peuvent s'identifier aussi à des corps de gens qui leur ressemblent. Ça, c'est un des premiers trucs qui m'a marqué dans les expos. La première qu'on a faite, des gens sont venus nous trouver en disant mais regarde, je ressemble à ça. Et si j'avais vu plus de gens comme ça quand j'étais jeune, je me serais pas imposée tout ce que je me suis imposée. Et voilà, et le message clé, c'est lâchez-nous le gras, quoi. Laissez-nous exister et qu'on n'ait plus besoin de se cacher ou d'avoir honte. Qu'est-ce que tu me dis ? Cachez-moi ce gras que je ne peux voir parce qu'il pourrait être le mien ? Bah tu sais quoi ? Fuck. Ne plus s'excuser, ne plus se cacher, exister en gras et en gros. Ceci est un deal maternel. Pour en savoir plus sur la grossophobie médicale et ses effets sur la santé, rendez-vous sur enmarche.be. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.